Depuis 1975, l'objectif fondamental de Salus Sanguinis au sein de l'UCL est de promouvoir la recherche médicale contre la leucémie et les autres maladies du sang. Visant une médecine d'excellence, l'effort s'est bien vite étendu au soutien de projets d'humanisation des soins dans ce vaste domaine. Parents d'enfants touchés par ce fléau, patients, médecins impliqués dans cette préoccupation médicale, soignants et amis, apportant leur disponibilité dans un combat acharné contre la maladie, se sont rassemblés au sein de ces deux institutions. Janvier 2004, Baptiste est pas très bien depuis un petit moment quand même déjà. Alors, je sais pas, intuition de maman. Et là, les choses vont très très vite et on est embarqués, nous, à Saint-Luc et le diagnostic tombe et c'est une leucémie. C'est une jeune personne qui, un beau jour, s'est sentie plus fatiguée, chez qui on fait un examen de sang et chez qui on découvre malheureusement une maladie grave, une leucémie myéloïde aiguë. Le corps humain est constitué de plusieurs milliards de cellules. Leur renouvellement est rigoureusement contrôlé tout au long de la vie. Toute perturbation dans cet équilibre est susceptible d'entraîner une multiplication anarchique des cellules et d'être à l'origine d'un processus cancéreux. Les leucémies sont un type de cancer provenant de la moelle osseuse. Les cellules leucémiques prolifèrent dans la moelle, essaiment dans le sang et envahissent la plupart des organes. Coucou Jean! Coucou! L'histoire de cette jeune personne illustre de manière parfaite qu'il est possible de guérir d'une maladie grave et vivre une vie optimale, que ce soit au point de vue familial ou sur le plan professionnel. Vaincre la leucémie. L'objectif fixé voici 35 ans déjà paraissait à cette époque utopique. Aujourd'hui, dans les leucémies aiguës de l'enfant, un taux de guérison de 87% est atteint. La leucémie aiguë de l'adulte n'a sans doute pas connu les mêmes succès. Toutefois, grâce à la greffe de moelle, l'espoir de guérison est actuellement de 65%. L'objectif de Salus Sanguinis est de promouvoir et soutenir toute action scientifique dans le domaine de la recherche utile à la lutte contre la leucémie. Salus Sanguinis est soucieuse de soutenir la recherche appliquée au lit du patient. Celle-ci veille à l'amélioration des méthodes de diagnostic et au choix de moyens thérapeutiques de mieux en mieux adaptés à la maladie et aux malades. En 1948, donc là, il y a eu un premier enfant qui a été traité par une molécule, un peu par hasard, qui s'appelait l'aminoptérine. Et les médecins qui s'occupaient de cet enfant ont constaté qu'il y avait une rémission qui a été temporaire, mais c'était déjà un premier espoir. On s'est dit, ben voilà, une maladie que peut-être on pourra soigner, voire même guérir. Et depuis lors, alors qu'à l'époque le taux de survie était de 0%, on a tellement progressé qu'actuellement on approche des 90% de survie. Donc habituellement, pour répondre à une question, il faut 2-3 ans. Une seule petite question. C'est dire qu'il y a des progrès, mais que sans collaboration internationale, il n'y aura jamais moyen de faire des progrès importants. Donc on collecte les données et ces données sont rassemblées à un niveau international, ce qui permet d'avoir de très grands nombres et donc de pouvoir établir des statistiques significatives. Et ça nous a permis de progresser. On a affiné les diagnostics, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de sortes différentes de leucémie. Et donc avoir un diagnostic très précis permet d'avoir un traitement qui sera également adapté. Il est inutile d'aller donner une chimiothérapie très toxique à un enfant qui a une leucémie de bon pronostic. Donc on pourra ainsi éviter les toxicités qui sont inutiles. Le 15 mars, Hélène tombe malade. Très vite, on diagnostique un lymphome lymphoblastique de type T. Comme elle est adolescente, le traitement doit aller très vite et très puissant. Et ce traitement la fragilise tellement qu'elle attrape une maladie nosocomiale qui l'envoie aux soins intensifs.
Donc la nuit du 30 avril 2005, elle risque d'y rester. Le médecin de garde nous dit que nous devons nous attendre à une issue fatale. Alors quand elle est partie, mais c'était 1 an plus tard, ça a été comme une résurrection. On ne devinait pas qu'elle serait capable de faire tout cela. On lui faisait confiance, mais avec une certaine appréhension quand même. Et alors le fait qu'elle ait superbement réussi cette épreuve, et qu'elle ait dû, morte aussi sur sa chique, encore une fois, si je puis dire, la pauvrette, et surtout déployer des ressources qu'elle ne croyait plus disponibles, ça nous en a bouché un coin. Mais cette expérience, elle prend tout son sens par rapport à la maladie qu'ils ont connue, souvent avec une perte chez eux de confiance en eux-mêmes, se demandant pourquoi j'ai une maladie, je perds confiance, est-ce que je suis capable de faire encore quelque chose? Et on s'aperçoit qu'après 15 jours, on est capable de faire un 4000 mètres, de monter à un 4000 mètres, ce qui apporte aux jeunes, je pense, beaucoup de fierté d'avoir réussi ces 4000 mètres. Et ils le disent d'une autre façon, on fait quelque chose que même les jeunes bien portants de notre âge ne font pas. Quand je suis arrivée au sommet, je trouvais que la vie valait vraiment la peine d'être vécue parce que le monde était tellement beau au sommet. Et puis, durant ma maladie, j'ai quand même eu des doutes à savoir si j'allais pouvoir encore vivre. En avril 2007, je suis allée en chambre stérile pendant 10 semaines. Physiquement, moi, je ne savais plus marcher en sortant de la chambre stérile. Parce que j'avais voulu traverser le couloir, 10 mètres, c'était trop quoi. Je suis arrivée dans la chaise roulante, je n'en pouvais plus. Et les premiers jours, on devait m'aider à marcher dans ma maison et monter les escaliers. C'était mon grand frère qui me portait. Malgré la maladie, l'enfant reste un enfant. L'association Les Enfants de Salus Sanguinis a pour but d'améliorer le quotidien des enfants et des jeunes adultes soignés aux cliniques universitaires Saint-Luc. Les enfants et leurs familles y trouvent une aide médicale, sociale et financière, mais aussi un soutien éducatif. Ce qui est vraiment important dans les camps Valentine, pour l'enfant, je dirais, c'est de redevenir un enfant comme les autres. C'est plus d'être le centre de toutes les préoccupations, de tous les soucis. C'est simplement d'être un enfant et de pouvoir jouer, de revoir d'autres enfants, de pouvoir refaire les mêmes choses que les autres enfants et voir que ses parents sont capables de le laisser partir 10 jours et qu'on est capable de jouer comme les autres, de faire toutes ces choses que tous les autres enfants font. Ça, je crois que c'est vraiment pour l'enfant vraiment une des clés des camps Valentine. Comprendre comment une cellule normale prolifère a permis de comprendre pourquoi, au départ des mêmes instructions, une cellule leucémique s'emballe et se multiplie de façon anarchique. Nous avons identifié une série de signaux qu'on appelle des cytokines, qui sont des molécules qui fonctionnent un peu comme des hormones et qui vont se fixer à la surface des cellules sur un récepteur. Donc le problème, c'est le récepteur, et le récepteur, c'est un peu comme un interrupteur qui va être sur une position éteinte en l'absence de signal et une position allumée lorsqu'il reçoit le signal. Et dans les cellules leucémiques, ce qui se produit dans un certain nombre de cas, c'est que cet interrupteur se trouve en permanence sur la position allumée, même s'il ne reçoit pas le signal de l'extérieur. Pourquoi donc ces interrupteurs sont-ils bloqués ? Les chercheurs ont identifié des mutations qui modifient leur forme et les rendent actifs en permanence. Donc, JAK1, c'est une molécule qui est associée à ces interrupteurs qui vont déclencher la prolifération des cellules. Alors, cette mutation dans JAK1 a d'une part la conséquence que les cellules prolifèrent de façon exagérée, non contrôlée, mais elle a un autre effet inattendu, c'est que les cellules deviennent très sensibles aux interférons. Et les interférons sont des cytokines qui ont la particularité de diminuer la prolifération des cellules. La mutation dans JAK1 qui fait proliférer les cellules, ce qui est bon pour le cancer, elle prolifère fort,
ça fragilise du même côté les cellules leucémiques parce qu'elles deviennent hypersensibles aux interférons. L'enjeu des recherches est de déterminer si les mutations de JAK1 peuvent se lier efficacement aux interférons pour empêcher la prolifération des cellules leucémiques. La chimiothérapie a duré 6 mois, donc ça s'est bien passé dans le sens où les 2 premiers mois j'ai eu un petit peu de nausées, mais peu. Et donc à part des moments de fatigue et le fait que je prenais beaucoup de précautions, donc que j'étais attentif à éviter les gens enrhumés, malades, etc., je dirais qu'il n'y avait pas de grande différence. Les leucémies traitées par chimiothérapie ou plus récemment par immunothérapie ont comme résultat une rémission prolongée, voire une guérison. Il est possible que d'ici quelques années, j'ai de nouveau des soucis de santé, mais quelque part, bon, c'est pas un tracas. Je vous dis, on verra bien comment les choses évolueront. En tout cas, aujourd'hui, oui, je suis pleinement heureux. Ouais. Les succès sont néanmoins limités par un problème majeur. Des cellules leucémiques développent des mécanismes de résistance à la chimiothérapie. La compréhension de ces mécanismes de chimiorésistance est la clé pour pouvoir après éventuellement proposer aux patients des nouvelles approches pour contrer cette chimiorésistance. Et effectivement, c'est l'objet du travail au laboratoire. Et parmi ces mécanismes, nous étudions plus particulièrement la DCK, qui est une enzyme dont on essaye de rétablir la fonction dans la cellule pour contrer la chimiorésistance. Le principe est de combiner la chimiothérapie, donc les substances chimiques toxiques pour les cellules, mais qui ont perdu de leur efficacité parce que la DCK qui les transforme normalement n'est plus active. Donc l'objectif est de combiner la chimiothérapie à des substances qui rétablissent la fonction de la DCK. Et dans ce cas, on peut espérer rétablir la sensibilité des cellules leucémiques à la chimiothérapie. Il est possible d'utiliser notre système immunitaire pour éliminer des cellules cancéreuses. Mais là aussi, l'ennemi résiste. Les cellules cancéreuses peuvent souvent contenir un enzyme qu'on appelle IDO, qui détruit un de nos acides aminés, qui s'appelle le tryptophane. Et suite à cette destruction, les lymphocytes, les cellules de notre système immunitaire, les globules blancs de notre système immunitaire, qui se mettent à attaquer des cellules cancéreuses et qui sont donc autour d'elles, à cause de ce manque de tryptophane, arrêtent de fonctionner. Et donc c'est un mécanisme important par lequel des cellules cancéreuses peuvent échapper complètement à une destruction par des lymphocytes qui viennent les attaquer. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pourrait exister une parade. Donc on essaye de développer des médicaments qui bloqueraient cette enzyme IDO et donc empêcheraient celle-ci de détruire le tryptophane. Et on pourrait espérer retrouver une situation normale dans laquelle, nous l'espérons, les lymphocytes vont détruire les cellules cancéreuses. On est amené à devoir parler très précocement avec des enfants, parce que Baptiste avait 3 ans à ce moment-là, à aborder la question de la maladie, de la souffrance, de la douleur, de la mort. Et en même temps, c'est magnifique parce que on accueille, en accueillant la maladie et la mort, on accueille la vie. Et la vie est d'autant plus savourée et magnifique. Les progrès réalisés depuis plus de 35 ans ne doivent cependant pas nous faire oublier que nous restons encore impuissants devant de nombreuses maladies hématologiques et cancéreuses, tant chez l'adulte que chez l'enfant. Aujourd'hui encore, nous devons continuer à relever des défis importants. La recherche dans ce domaine reste absolument indispensable. Accorder à un malade l'aide humanitaire qui lui permette de retrouver joie de vivre reste la préoccupation essentielle de nos 2 associations. À la sortie de la chambre stérile, quand sa grand-mamie est arrivée pour l'embrasser, la réaction de Baptiste, ça a été vraiment dans un grand éclat de rire, de lui dire « Heureusement que je ne suis pas mort, hein, mamie ».